Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 decks que j'ai construits et qui étaient franchement nuls. Il y en a, je savais qu'ils seraient nuls, c'est le cas du deck collier dont je vous ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo dessus. Tout le deck est basé sur le collier porte-malheur de Miraudin. Quand tu bases tout ton deck sur une mauvaise carte, tu sais que ton deck va être mauvais, c'est normal. Le collier porte-malheur, au début du tour, vous prenez un dégât pour chaque marqueur qu'il a. À la fin du tour, vous le donnez à un adversaire, puis c'est lui qui prendra un dégât pour chaque marqueur, et vous rajoutez un marqueur avant. Baser son deck autour de cette carte, ça donne au deck un tas de défauts. Déjà, on devient tout de suite la cible de tous les joueurs, parce que dès que tu te mets à donner le collier à quelqu'un, ça devient ton pire ennemi. En fait, la plupart des gens vont vouloir se venger, ils vont pas donner le collier à quelqu'un d'autre. À chaque fois, les gens vont vouloir te rendre le collier. Donc pour ça, j'avais mis dans le deck des moyens de me donner défense talismanique, mais ça les empêche pas de m'attaquer. En fait, il y a tellement de moyens dans mon deck d'augmenter les marqueurs du collier, de me donner Hexproof, de protéger le collier, qu'il y a plus grand chose pour me protéger moi. Mais bon, c'est un deck que j'ai construit en sachant qu'il allait être mauvais. C'est pas grave s'il gagne presque jamais, l'important c'est que ce soit rigolo. Par contre, un deck que je pensais meilleur quand je l'ai construit, c'est Timotar. Je trouvais que ce commandant était un tribal vampire assez original, et c'est même très original. À chaque fois qu'un autre vampire non jeton que vous contrôlez meurt, vous pouvez payer 1 et l'exiler. Si vous faites ainsi, vous faites une chauve-souris 1-1 avec le vol, et quand cette chauve-souris tape un joueur, vous la sacrifiez et vous renvoyez la carte exilée sur le champ de bataille. C'est un commandant que je trouve très rigolo et j'ai quand même apprécié jouer le deck. Par contre, il a plein de problèmes. Déjà, c'est ultra lent. Le commandant est un tour 6, ce qui est déjà un petit peu lent, ça m'embête pas, j'ai plein de commandants qui sont des tours 6, mais ça rend déjà le deck un peu lent. Ensuite, il faut que tes vampires meurent, et ça te crée une chauve-souris, et au tour d'après, tu peux attaquer pour envoyer un vampire engagé sur le champ de bataille. C'est juste hyper lent comme fonctionnement, il faut donner célérité, mais en mono noir, il n'y a pas beaucoup de moyens. Et en plus, faut payer 1 mana quand un vampire meurt, genre le commandant coûte déjà 6 et tu dois investir du mana après. Et comme seule défense, il a parade, défausser ou d'une carte, on préfère largement parade, payer du mana, parce que se défausser d'une carte c'est gratuit, ce qui confère pas une énorme protection au commandant. Donc ça, déjà c'est les problèmes. Ensuite, il y a la stratégie du deck. Pourquoi tu voudrais que tes vampires meurent pour créer des chauves-souris qui les ramènent sur le champ de bataille? C'est très pratique si le vampire a un effet d'arriver sur le champ de bataille ou un effet de mort. Sauf qu'il y en a pas beaucoup. Il n'y a pas tellement de vampires qui ont un effet d'arriver sur le champ de bataille et un effet de mort. Encore moins qui soit vraiment intéressant. Il y a pas mal de vampires qui permettent de sacrifier les autres vampires, qui ont des triggers quand un vampire meurt. Ça, il y en a des bons, des très bons même, Viscera Seer et Blood Artist sont des très bons exemples. On les joue même en dehors de vampires, c'est dire, mais tu veux pas que ces vampires-là meurent. Et tous ces problèmes faisaient que mon deck Timotar avait beaucoup de mal à fonctionner, beaucoup de mal à appliquer sa stratégie, et quand tu le faisais, eh bah, c'était pas spécialement fort non plus. Au final, c'est juste un commandant qui te permet de blink tes vampires de manière très très lente, sur 2 tours. Pour un commandant de 6 mana, plus du mana investi, plus il faut passer sur un adversaire avec une 1-1 vol. Je veux dire, tu te casses la tête à faire quelque chose qui est pas spécialement fort. Si dans l'avenir, il y a de meilleurs vampires avec des arrivées et des départs sur le champ de bataille, peut-être que je pourrais reconstruire un deck Timotar parce que vraiment, le commandant est super amusant. Mais pour l'instant, je sais pas vraiment à quoi ils pensaient quand ils l'ont imprimé. Mon prochain mauvais deck, c'est Kellan, voyageur audacieux. À chaque fois qu'il attaque, révélez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3, mettez-la dans votre main, sinon vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Et il a en plus une aventure qui dit créer X jetons cartes, X étant 1 plus le nombre d'adversaires qui contrôlent un artefact. Un jeton carte, c'est pour un mana, vous l'engagez, vous le sacrifiez, une créature ciblée explore. Donc je sais pas si vous voyez le rapport entre les deux, mais en fait, la capacité quand il attaque, c'est un peu comme explorer, sauf qu'au lieu de mettre le terrain dans ta main, c'est la créature que tu mets dans ta main. C'est ça qui m'a tenté avec Kellan, c'est qu'en fait, je voulais un commandant qui crée des jetons cartes, parce que j'aime bien les jetons cartes, et curieusement, Kellan est la seule créature légendaire qui crée des jetons cartes, voilà. Donc, j'avais pas beaucoup de choix. Et je me suis dit, si dans mon deck, je mets que des terrains et que des créatures qui coûtent 3 ou moins, alors je suis sûr de pouvoir mettre la carte de dessus de ma bibliothèque dans ma main, avec soit le jeton carte, soit la capacité de Kellan. Et c'est presque ce que j'ai fait. Dans ce deck, il y a 14 cartes qui sont pas des créatures qui coûtent 3 ou moins, ou des terrains. Ce qui est rigolo, c'est qu'en blanc et vert, on peut tout faire avec des créatures qui coûtent 3 ou moins. Il y a des créatures à 3 ou moins qui font de la gestion, il y en a beaucoup qui rampent, donc ça c'est pas du tout un problème de tout faire avec des créatures. Ce qui est un problème par contre, c'est de gagner la partie. En fait, avoir plein de créatures comme ça à 3 ou moins, c'est un peu comme si tu jouais un deck jeton, sauf que tu payes pour chacun des jetons, et du coup t'en as beaucoup moins. C'est-à-dire t'as plein de petites créatures, mais beaucoup moins qu'un deck jeton. Je pense que la restriction que j'ai mis au deck était trop importante, il suffisait que je rajoute, allez, 3-4 win conditions qui coûtent 5-6 mana, pour pouvoir le faire marcher, mais j'avais vraiment envie de rester, même j'aurais voulu enlever plus de trucs qui sont pas des créatures à 3 ou moins ou des terrains. Parce que oui, les cartes qui rentraient pas dans la stratégie, c'est quand même des cartes qui synergisaient avec le fait de coûter 3 ou moins, parce qu'il y a pas mal de trucs comme ça en blanc. Vous avez par exemple Tokasia's Welcome, Cosmic Rebirth,
Reconstruction de Kayla, bon voilà, ce genre de cartes qu'on peut jamais mettre dans un deck, là je me suis dit c'est l'occasion. Mais voilà, le deck était trop faiblichon, mais c'était rigolo. Pour le prochain deck, on repart sur un deck tribal, parce que la plupart de mes mauvais decks étaient des decks tribaux apparemment. C'est Goldbug, allié de l'humanité. C'est un tribal humain Azorius, son premier côté dit « Prévenez toutes les blessures de combat qui devraient être infligées aux humains attaquants que vous contrôlez, et quand vous lancez votre deuxième sort, vous convertissez Goldbug. » Une fois que ça arrive, il dit « Vos sorts d'humains ne peuvent pas être contrecarrés, et quand Goldbug et au moins un humain attaque, piochez une carte et convertissez Goldbug. Pour un maximum de value, vous allez le convertir 2 fois par tour, vous lancez votre deuxième sort, vous le convertissez, puis vous attaquez, vous le convertissez, vous piochez. Le problème de Goldbug, c'est qu'il offre pas un tel avantage à jouer humain, parce que prévenir toutes les blessures de combat qui devraient être infligées aux humains que vous contrôlez, c'est sympa, ça permet d'attaquer à volonté, ça j'aime bien. Les sorts d'humains que vous contrôlez peuvent pas être contrecarrés, ça a aucune importance, qui voudrait contrecarrer un sort d'humain? Et il vous fait piocher une carte par tour, c'est sympa, la carte est sympa. Mais est-ce que ça rend les humains forts? Pas spécialement. Azorius humain? Il manque le vert quand même pour que ce soit vraiment bien. Les humains bleus, je peux vous dire, ils sont pas faits pour attaquer. Et là, ils te demandent d'attaquer avec tes humains, donc au moins ils subissent pas de blessures, mais ils vont se faire bloquer quand même. Hein. Quand je regarde le deck, j'ai l'impression de l'avoir bien construit, d'ailleurs il y a les liens en description pour voir les decks si vous voulez. C'est juste que comme pour Kellan, il manque la win condition. Juste attaquer avec des humains Azorius, ça accomplit pas grand chose, figurez-vous. C'est un deck qui peut gagner honnêtement en attaquant, en faisant quelques dégâts comme ça. Mais il n'y a pas de moment où tu vas mettre particulièrement beaucoup de dégâts, parce qu'il manque la couleur verte pour vraiment bien booster les humains. Il y a des humains blancs qui mettent des marqueurs, bien sûr, mais ils en mettent pas 50, et le commandant ne rend pas du tout la stratégie forte. Là, on repart sur un deck qui est volontairement nul, c'est Golem Scheming Guide. C'est un des commandants les plus drôles, enfin une des capacités les plus drôles sur un commandant que j'ai jamais vu, c'est pour ça que j'en ai fait un deck. Si vous l'avez jamais vu, je pense qu'il va beaucoup vous amuser aussi. Donc quand Golem attaque, vous regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque et vous les remettez dessus dans n'importe quel ordre. Puis vous choisissez terrain ou non terrain. Et un adversaire va dire si vous mentez ou si vous disiez la vérité. Si vous dites la vérité, pardon. Si il a raison, alors vous retirez Golem du combat. Sinon, vous piochez une carte et il peut pas être bloqué. Donc ça fait un mini-jeu du menteur à chaque fois que Golem attaque, c'est très rigolo. Et on pourrait faire un deck Voltron avec ce Golem, mais je me suis dit que ce serait pas spécialement amusant. Alors j'ai juste mis toutes les cartes amusantes que j'ai pu trouver, toutes les cartes qui font des trucs bizarres avec les adversaires. Vous avez le Palantir d'Ortank, qui est un peu un mini-jeu comme ça. Vous avez le Pendule du Menteur, où c'est l'autre seule carte de Magic, où il y a le mot deviner dessus. Puisque vous choisissez un nom de carte, et un adversaire doit deviner si vous avez cette carte dans votre main. Très marrant, non ? Donc c'est un deck où j'ai mis plein de cartes qui interagissent avec les adversaires et plein de cartes qui sont surprenantes. Vous avez des cartes politiques comme Combat Witch, où vous et un adversaire mettent chacun une blessure à n'importe quelle cible. Vous avez des cartes pour inciter, des cartes où on donne des choix aux adversaires comme faire un exemple, et d'autres cartes aux effets improbables. Donc le deck est juste pour vocation d'être amusant. Je crois pas qu'il ait déjà gagné une partie, mais il mérite quand même d'être sur la liste parce qu'il est nul. Ensuite, le plus récent, c'est Adewale, Briseur de chaîne. C'est une 4-1 pour 3. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous révélez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre un assassin, un pirate ou un véhicule parmi elles dans votre main. Et quand un véhicule que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez renvoyer Adewale depuis votre cimetière dans votre main. Alors oui, c'est encore un tribal. C'est un tribal véhicule pirate assassin. Ce qui est un petit peu improbable. Et je trouvais ça marrant, c'est un peu du boui-boitage de faire qui revient du cimetière dans la main. Donc le but dans mon deck, c'est de le jouer, de mettre une carte en main, ensuite il pilote un véhicule, on le sacrifie, le véhicule tape un joueur, on le remet dans la main, et on peut le rejouer et refaire ça en boucle. C'est très très amusant. Le problème, c'est qu'il faut énormément de trucs pour que ce deck fonctionne. Il faut des véhicules, évidemment, c'est la partie principale. Il faut ensuite des pirates et des assassins pour pouvoir piloter les véhicules, hein, pas juste parce que c'est écrit sur la carte. S'il y a juste le commandant pour piloter un véhicule, ça va pas vraiment le faire. Ensuite, il faut un moyen de sacrifier le commandant. Et enfin, il faut éventuellement un moyen de faire passer les véhicules, même si c'est pas obligatoire. Il y a des véhicules qui peuvent passer tout seuls, qui ont vol ou vol principalement, hein. Ça fait 3 trucs dont on a besoin dans le deck et qui sont assez durs à assembler. Et en plus, c'est des trucs qui sont pas forts. Assassin pirate en noir-bleu. Je pensais qu'il y aurait plus d'assassins que ça dans Magic, mais pas tellement. Et véhicule, bon, on vient d'avoir du support véhicule dans Aetherdrift, mais est-ce que ça suffit? Je sais pas. Véhicule, c'est toujours une stratégie assez faible quand même. Et les moyens de sacrifier le commandant, c'est pas toujours des véhicules, des pirates ou des assassins malheureusement. Donc un peu comme pour Timotar, il faut énormément de choses, c'est un peu plus rapide à mettre en place. Mais on n'a pas toujours tout en main, malheureusement, et ça fait que le deck a beaucoup de mal à fonctionner. Le fonctionnement est drôle, j'aurais beaucoup aimé réussir à faire ce que j'imaginais avec le deck, mais j'ai pas réussi. Parce que comme pour Timotar, même si t'arrives à faire toute cette machinerie ultra compliquée pour faire la stratégie que j'ai imaginée, tu te retrouves juste avec un pirate ou un assassin en main et un Adewale en main. Enfin, la récompense est pas énorme.
Ça bouille bien, mais qu'est-ce que t'as fait au final? Voilà, c'était quand même pas le deck le plus nul que j'ai fait, c'est quand même une 4-1, donc il pilote très bien la plupart des véhicules, ça c'est l'avantage, mais c'était quand même assez faible. Et pour finir, le dernier mauvais deck de cette vidéo, c'est The Beast Deathless Prince. C'est une 6-6 pour 4. Quand vous le lancez, vous prenez le contrôle d'une créature jusqu'à la fin du tour, vous la dégagez avec une célérité et menace. Il arrive engagé avec 6 marqueurs étourdissement, et quand une créature inflige des blessures de combat à son propriétaire, vous dégagez The Beast et vous piochez une carte. C'est vraiment amusant comme design, le but c'est de voler des créatures à vos adversaires et de les taper avec. Vous avez la couleur rouge qui permet de faire des effets comme le commandant, vous prenez le contrôle d'une créature jusqu'à la fin du tour, avec une célérité, vous la dégagez, etc. Et vous avez le noir qui permet de réanimer des créatures depuis le cimetière des adversaires. Alors je me suis dit, c'est bien pensé, je vais essayer. Ça devrait fonctionner. Sur le papier, c'est vraiment pas mal comme créature, mais en le jouant, vous allez découvrir quelque chose de bien triste. C'est que vous devez forcément attaquer la personne à qui vous volez la créature. Et si vous volez une créature à quelqu'un, vous voulez que ce soit une bonne créature. Mais quelqu'un qui joue de bonnes créatures, là ça va pas forcément être facile de l'attaquer. C'est-à-dire qu'en Commander, c'est toujours facile de taper un des adversaires. Mais l'adversaire qui est facile à taper, c'est celui qui a des mauvaises créatures ou qui a pas de créatures. Alors que le type à qui vous volez des créatures, c'est un type qui joue des créatures, donc lui il peut bloquer. Et pour en rajouter une couche, j'ai essayé de faire le deck le plus gentil possible, c'est-à-dire que j'ai mis presque aucun moyen de sacrifier les créatures que je prenais, parce que j'avais pas envie qu'il soit désagréable à affronter, mais ça a rendu le deck encore plus mauvais. Parce que l'avantage de pouvoir sacrifier les créatures, c'est que tu peux utiliser la politique. Tu dis, ok, je te prends cette créature jusqu'à la fin du tour, si tu me laisses passer, je la sacrifie pas. C'est pour faire ça que j'avais quand même quelques moyens de sacrifier, mais j'ai quand même essayé de m'écarter de cette stratégie. Après, j'ai pas énormément joué le deck, donc je veux bien croire quelqu'un qui me dirait que son deck The Beast fonctionne. Moi, j'ai pas réussi, je me suis rapidement découragé quand, après quelques parties, ça fonctionnait comme ça. C'est-à-dire, voilà, tu prends une créature à quelqu'un, tu peux pas l'attaquer, et les créatures que tu peux prendre et attaquer, c'est des mauvaises créatures, et t'as un peu l'impression de gâcher ton mana. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos expériences de decks nuls que vous avez créés. Merci infiniment aux membres qui soutiennent la chaîne, merci beaucoup. D'ailleurs, si vous devenez membre, je peux vous construire un deck. Allez regarder dans les avantages si ça vous intéresse. Je vous promets qu'il sera pas nul, à moins que vous me demandiez un deck nul, évidemment. Abonnez-vous, c'est gratuit, rejoignez le Discord, et je vous dis à bientôt, salut!